Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Paulsen, présentent Trafalgar la sanglante, les aventures de Gilles Belmont, de Fabien Clos, interprété par Hervé Lavigne. Retranché au pied de monts arides, enclavé entre le massif du cap Sissier à l'ouest et le cap de Carqueiranne à l'est, la baie jouissait depuis l'Antiquité d'une position stratégique dans le Mare Magnum. Elle s'était, au fil des siècles, étoffée d'une constellation de fortifications dont la première, la Tour Royale, remontait au règne de Louis XII. Par la suite, Richelieu, l'inoxydable Vauban et, plus récemment, un général d'artillerie devenu premier consul, avaient chacun apporté leur pierre à cet édifice défensif. En plus des navires de ligne et d'une kyrielle de bâtiments mouillés en rade, le dispositif protégeait les chantiers navals sur lesquels s'activaient quotidiennement des milliers d'ouvriers. Avec 3 vaisseaux tout juste pontés et 2 autres en cours d'achèvement dans les bassins de Radoux, la cité maritime était revenue à ses grandes heures de gloire. Il y avait au demeurant urgence, car, au terme d'une paix d'Amiens qui n'avait pas duré 13 mois, l'état de guerre existait de nouveau entre la France et sa plus vieille ennemie. Pour l'heure, en ce samedi 14 janvier 1804, la population toulonnaise profitait du temps sec qui régnait sur la région. Elle vaquait à ses occupations entre les étals des commerçants installés à même les trottoirs de terre et les vendeurs ambulants dont la gouaille portait loin. Sur les plus grandes artères pavées, des escouades de fantassins défilaient sans discontinuer entre un fort et l'autre, des groupes d'enfants dans leur sillage. Une déflagration retentit dans la petite rade. Toutes les 2 secondes, la même onde de choc sonore se propageait dans les reliefs environnants. Des mouettes tourbillonnaient en tous sens au-dessus des cathédrales de bois et de chanvre alignées au mouillage. Sous l'effet d'une légère brise de sud, leurs étraves pointaient toutes vers le large. Il y avait là notamment ces nouveaux navires de ligne de la classe Tonnant, portant 80 canons. Quand l'un d'eux, le Bucentaure, eut achevé de tirer sa salve, une nouvelle marque flottait à son mât de pavillon. Le Formidable, le Mont-Blanc, puis l'Intrépide, leur mâture constellée de gabiers et de fusiliers, leur équipage aligné sur le pont, honorèrent à leur tour de 13 coups de canon le nouveau commandant en chef de l'escadre. Sur chacune des dunettes se produisait la même scène. La quinzaine d'officiers du carré, tirés à 4 épingles, saluaient le vaisseau amiral avec une fierté indicible, tout en priant le ciel que le tempo de leur hommage soit parfait. 2,74, également issus du fabuleux crayon de l'architecte Sanet, tonnèrent à leur tour, avec autant d'exactitude. Si incomplets que soient les effectifs, à raison de 4 à 600 âmes par bâtiment, plus de 3000 matelots et fusiliers, vêtus de tenues neuves, se tenaient au poste de cérémonie. À la pointe sud de la petite rade de Toulon, 2000 hommes supplémentaires étaient répartis sur les ponts de bâtiments autrement plus affûtés. Mouillées à une encablure d'intervalle, les frégates Rhin, Cornélie, Hortense et Thémis crachèrent successivement leur lot de fumée grise avec une régularité tout aussi remarquable. Le dernier coup de canon tiré, une clameur indicible s'éleva dans la rade. « Hurrah! Hurrah! Hurrah !» De quel navire les premiers mots de la Marseillaise jaillirent-ils ? Nul ne le sut. Mais quand le refrain « Aux armes, citoyens » fut entonné, la ferveur patriotique porta jusque dans les rues de la Seine et de Saint-Mandrier. Au sud de cette seconde ligne se trouvait une 5e frégate. Coque noire et liseré jaune entourant ses sabords peints de neuf, flottaison fraîchement cuivrée et voile neuve parfaitement enverguée, l'égalité rutilait. À l'instar des marins de la flotte, la cérémonie avait fait forte impression sur les 336 hommes d'équipage, d'autant plus heureux d'assister à cet épisode prestigieux qu'ils avaient touché terre à l'aube. Pour les anciens comme pour ceux fraîchement embarqués à Brest, la fierté était grande. Campé au balcon de sa dunette, Gilles Belmont, en grande tenue, les yeux pétillants de noblesse,
appréciait l'instant. Non seulement il retrouvait son élément après 16 mois passés sur les routes de France, mais, en prime, la guerre navale prenait une tournure prometteuse. « Lieutenant, dit-il à son second et ami Jean Duval, faites rompre les rangs, je vous prie. » Le sifflet du Bosco régenta la dispersion des hommes. Puis les derniers gabiers arrivés des enfléchures disparurent à leur tour dans le ventre du navire. Duval revint au balcon et lui tendit du tabac à rouler. « Je serais très fier de le rencontrer, commandant, » dit-il, le regard tourné vers le Bucentaure. Belmonte craqua son briquet et tira une bouffée. D'un clin d'œil, il l'invita à le suivre. Dans l'angle arrière, surplombant des eaux étonnamment claires pour qui arrivait de la rade de Brest, il parcourut du regard l'escadre de Toulon qu'un halo gris surplombait encore. Belmonte observa à son tour le Bucentaure et hocha du menton. « Il nous conduira à la victoire. » Le rêve du premier consul n'a jamais été aussi proche de se réaliser, approuva Duval. Ce grand dessein que nourrissait Bonaparte, une opération à faire pâlir d'envie Jules César et Guillaume le Conquérant réunis, accaparait l'énergie d'un pays tout entier, autant qu'il suscitait le fol enthousiasme de sa population. Dans un avenir proche, 100 000 hommes rassemblés à Boulogne franchiraient le détroit et mèneraient la guerre jusqu'à Londres. L'Angleterre à genoux, nulle nation continentale n'oserait affronter son vainqueur. Depuis leur retour de Saint-Domingue, Belmonte avait, sur ordre du premier consul, inspecté à maintes reprises sa flottille, destinée à acheminer l'armée, mais aussi les ports de Brest, Lorient et Rochefort. Dans ses correspondances au capitaine de l'égalité, le ministre de la Marine et parfois le premier consul en personne exhortaient à presser les constructions, rendre compte des approvisionnements et suggérer des combinaisons stratégiques impliquant la flotte de haut bord. Notre mission commence ici, mon frère, mais c'est bien sur l'Atlantique que tout se terminera. Depuis les cieux, une voix jaillit de la mâture de la Thémis toute proche. Voile au sud, c'est la fouine. Cette voile, que la vigie voyait par-delà le relief peu élevé de l'isthme de Saint-Mandrier, n'était autre que le HMS Valorous. Il appartenait à l'escadre du Blocus. La frégate de 40 canons s'approchait aussi souvent que possible et évoluait à la limite de la portée de tir de l'artillerie côtière, justifiant ainsi son sobriquet. Un coup de canon tonna soudain du Bucentaure, attirant de rechef l'attention des dunettes alentours sur sa pavillonnerie. Ces messieurs n'eurent guère besoin de recourir au livre des signaux, et le message « Capitaine convoqué à bord » ne surprit personne. Fidèle à sa réputation d'homme énergique, le nouveau commandant en chef prenait sans tarder son escadre en main. Sur le pont de l'égalité, le lieutenant Gérard Janisch n'avait pas perdu une seconde, lui non plus. Il supervisait l'embarquement de l'équipe de la chaloupe, dont les nageurs gagnaient 2 par 2 la porte de coupée. En un rien de temps, une douzaine d'embarcations, leurs seigneurs et maîtres debout sur le banc de poupe, convergeaient vers le vaisseau amiral.